Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'association 60 000 rebonds. Vous êtes à peu près 900 à avoir répondu à l'invitation et à vouloir explorer avec nous les pistes d'un avenir que nous espérons tous un petit peu plus clément. Accompagnons notre monde dans son rebond. C'est la thématique qui va nous intéresser au cours de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. 1 heure et demie pour écouter nos quatre invités qui, par leur engagement et leur expérience, vont nous permettre de mieux comprendre les clés du changement, les forces qui permettent le rebond personnel ou collectif. Alors cela fera bientôt 1 an que nous subissons tous les conséquences d'une crise sanitaire inédite dans son ampleur et ses répercussions sociales et économiques. Et nous nous demandons tous comment nous allons nous en sortir et surtout quelle issue nous devons espérer. Si rebondir nécessite évidemment de toucher le fond, on peut aussi se dire que l'on peut influer sur la direction de notre rebond futur. Nous ne sommes pas obligés de revenir à notre point de départ. Aussi haut soit-il, on peut décider de changer d'angle, de changer de direction, ou alors pourquoi pas de s'élancer pour rebondir encore plus haut. Les parcours de nos invités seront pour nous tous des sources d'inspiration et de motivation pour accompagner notre monde dans sa métamorphose. Alors oui, nous sommes tous suspendus encore plus aujourd'hui à la prise de parole du Premier ministre. Jean Castex va-t-il déconfiner le 15 décembre prochain? Quand allons-nous pouvoir reprendre une activité, une vie normale? Nous en sommes tous à ouvrir notre agenda à la semaine suivante sans trop savoir comment elle se terminera. Et nous n'osons pas trop regarder plus loin. Et pourtant, lorsqu'il sera temps de rebondir, dans quel sens allons-nous aller? Et surtout, comment pouvons-nous nous préparer à rebondir dans la direction qui nous convient le mieux? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons entendre nos invités tout en vous donnant aussi la possibilité de réagir. Pour cela, vous pouvez poser vos questions sur le chat et Thibaut Mullier, qui est le coordinateur national de 60 000 rebonds, nous fera remonter les questions et remarques qui sont les vôtres, car nous sommes évidemment beaucoup trop nombreux pour vous donner la parole en direct en ce moment. Mais vos observations sont évidemment les bienvenues. Notez aussi que ce webinaire est enregistré et sera disponible dès le début de la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de 60 000 rebonds. Et ces informations données, nous pouvons maintenant accueillir nos invités. Taniem, bonjour. Bonjour. Vous vous définissez comme une pollinisatrice, une exploratrice de solutions libres et durables. Et nous vous connaissons aussi pour votre parcours, un brillant ingénieur diplômé de l'École des mines à Paris. Vous entrez dans le cabinet conseil McKinsey, où vous devenez la première femme d'ailleurs à accéder à la fonction de partenaire. Ensuite, vous intégrez le groupe Suez-Ondéo pour y occuper le poste de directrice stratégique. Et là, vous décidez de changer de route. Vous créez l'Institut Angenius, que l'on peut décrire comme un incubateur de projets durables à but non lucratif. Et puis en 2010, vous co-signez l'ouvrage Des abeilles et des hommes, passerelle pour un monde libre et durable. Et puis en 2017, vous vous lancez dans un projet un peu fou, réunir des hommes et des femmes de bonne volonté pour écrire un manifeste, le manifeste du crapaud fou, projet que vous portez alors avec le mathématicien Cédric Villani et que l'on peut découvrir dans un ouvrage publié aux éditions Massot. Marie-Claire Mayotte-Bach, bonjour. Bonjour. Votre parcours est une ode à l'adaptabilité, on pourrait dire. Vous êtes la présidente de 60 000 rebonds pour le Grand Est. Vous êtes également coach et avant cela, vous avez été directrice marketing et des ventes dans une grande brasserie en France, au logo rouge et blanc pour ne pas la citer, professeur de français en Suède, vice-présidente d'une structure d'accueil à San Francisco. De retour en France, vous vous engagez dans la création d'une association d'aide aux victimes de violences psychologiques et de harcèlement moral dans la vie privée et professionnelle. Et une vie faite donc de rebonds et d'engagement, dont celui auprès d'entrepreneurs en difficulté que vous accompagnez comme coach référente Grand Est pour 60 000 rebonds. Edgar Gros-Piron, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, vous êtes champion olympique de ski acrobatique. Nous avons tous vu vos descentes rythmées dans les bosses, genoux serrés et vitesse totalement ahurissante, entrecoupées donc de figures à couper le souffle. Devenir champion olympique, c'était un rêve que vous avez donc atteint en 92 au JO d'Albertville. Auparavant, vous aviez décroché le titre de champion du monde en 1989 puis en 1991. Mais en 1993, les choses se passent beaucoup moins bien. Vous vous classez 36e au championnat du monde. Vous repartez malgré tout de l'avant
et en 94, vous remontez sur le podium pour décrocher une médaille de bronze au JO de Lillehammer. Et l'année suivante, vous arrêtez votre carrière de sportif de haut niveau sur une dernière victoire au championnat du monde. Depuis, vous intervenez en tant que consultant en management et conférencier dans des masterclass notamment que l'on peut découvrir sur votre site grospiron.net. Et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Quand on rêve le monde », publié aux éditions Altal. Et pour nous accompagner, nous profitons également de la présence avec nous d'Olivier Frérot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet Philométis et vous intervenez régulièrement comme conférencier, consultant et animateur de séminaires, notamment pour la coopérative Oxalis, diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale des ponts et chaussées. Vous avez également obtenu un DEA en pharmacologie. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé dans plusieurs administrations avant de changer de cap et de devenir vice-recteur en charge du développement au sein de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages publiés aux éditions des Chroniques sociales, dont Vers une civilisation de la vie, Entreprendre et coopérer, ou encore Contribuer à une société neuve et vive, des chemins à investir. Et on peut aussi retrouver plusieurs de vos interventions, Olivier, sur votre site internet solidaritéémergente.wordpress.com, dont une très intéressante qui mérite de prendre quelques minutes sur la transgression éthique. Et puis j'accueille, pour terminer notre tour de table, Guillaume Mullier. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président national. Bonjour, vous êtes le président national de l'association 60 000 rebonds. Avec vous, ce sont 1100 bénévoles qui accompagnent dans 8 régions et 38 antennes plusieurs centaines d'entrepreneurs chaque année, des patrons qui ont été confrontés à l'échec et que vous aidez dans leur démarche de rebond professionnel. Et nous vous retrouverons dans un peu plus d'une heure maintenant, car c'est avec vous que nous conclurons ce webinaire. Alors, accompagner notre monde dans son rebond, ça passe sans doute par déjà maîtriser le sien. Alors, je me tourne vers vous, Edgar. Je le disais il y a quelques instants, vous avez atteint les sommets en devenant très jeune, champion du monde puis champion olympique, avant de connaître l'échec, puis de rebondir pour décrocher de nouveau le titre mondial. Alors, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez réussi à surmonter cet échec ? Merci. D'abord, je dirais en 3 phases. La première, c'était d'endiguer la spirale infernale dans laquelle j'étais pris, c'est-à-dire arrêter de procrastiner ou de considérer que j'avais fait le plus difficile en étant champion olympique, sortir un peu de l'idée que champion ou champion olympique, c'était un statut. En tout cas, c'est le statut dans lequel j'étais, c'est le costume que j'avais endossé, et passer du mode statut au mode état d'esprit, parce que j'avais un état d'esprit plutôt positif et constructif que j'étais arrivé champion olympique. Et donc, quand je le suis devenu, c'était devenu un peu plus, je m'étais un peu assis sur mes lauriers. Donc, il a fallu stopper ça, prendre conscience de ça, stopper ça, pour ensuite revenir sur des bases saines. Et donc, retrouver le plaisir, le bonheur que j'avais, me reconnecter en fait au bonheur que j'avais à faire ce métier. Et puis, à partir du moment où j'ai retrouvé ces bases-là, la troisième phase, c'était de repartir en conquête, c'est-à-dire me refixer des objectifs. Et je crois que chacune des phases est extrêmement importante et qu'il ne faut surtout pas les négliger, ni les unes ni les autres, qu'il faut les prendre dans cet ordre, tranquillement, posément, en réfléchissant bien sur ce qui nous arrive. Et puis, parce que en fait, le retour pas à la normale, mais le retour vers les sommets est souvent tellement difficile. C'est un chemin qui est quand même long, qui est périlleux, qui est difficile, parce qu'on part de loin et il faut remonter haut. Et ce chemin-là est tellement difficile que si les bases sont pas reposées, si les bases saines sont pas reposées, si on reste dans un mode un peu je suis champion olympique et j'ai fait le plus dur, les difficultés vont quelque part devenir trop grandes et nous permettre et nous empêcher en fait de réussir. Il y a trop de moments où on pourrait abandonner, baisser les bras. Donc il faut être hyper solide sur ces bases. Voilà les 3 grandes phases que j'ai traversées et que je peux partager avec vous.
si je comprends bien, Edgar, c'est qu'il faut quand même aussi avoir un moment, une sorte de grande lucidité, d'être capable de prendre un peu de recul sur sa propre manière de faire, sur son propre état d'esprit. Vous avez utilisé ce mot-là. Alors c'est vrai que quand on regarde les champions et les grands athlètes que vous êtes, on se dit, ce sont des gens à part, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde d'avoir cette capacité et on l'évoquera avec nos autres invités, mais d'avoir cette capacité à poser un regard lucide sur ce qui ne va plus pour après retrouver les ressorts nécessaires. La crise que j'ai rencontrée c'était sous forme d'un accident, en fait. Je me suis blessé. Donc, c'était une blessure, un accident de mon travail, une blessure. Et en fait, dans cette crise, il y a des messages qu'on écoute ou pas, d'ailleurs. Ça va dépendre. Mais quand la crise frappe, c'est bien que quelque part, il y a tout un tas d'éléments, d'ingrédients qui sont réunis pour que ça tape. Et moi, ça a été la blessure qui a tapé à un moment où j'ai pris des risques un peu inconscients parce que je progressais moins. J'ai pris des risques parce que mes adversaires, eux, progressaient plus vite que moi et j'ai tenté de faire des choses que je ne savais en compétition, que je ne savais pas faire ou maîtriser correctement à l'entraînement. Et ça, c'est c'est un peu débile de faire ça. Et donc, quand on sait que l'entraînement, donc la préparation prime sur la compétition, sur l'action. Donc, c'est un peu débile de tenter des trucs en compétition qu'on n'a pas tenté à l'entraînement. Donc effectivement, cette prise de conscience, c'est un message. Enfin, cette crise ou cet accident, cette blessure, c'est un message. Il y a des messages dedans. La difficulté, c'est de les décoder, et c'est d'autant plus difficile de les décoder qu'on est bien souvent en déni de la situation. Moi, j'explique d'ailleurs dans la masterclass que j'étais rentré dans la spirale du gros con dans le sport. C'est une spirale, voilà, dans laquelle on franchit des étapes les unes après les autres, qui commence par la procrastination. Et puis ensuite, on demande des moyens, on rejette la faute sur les autres, on se trouve des excuses là où avant on trouvait des solutions, etc., etc. Et puis on finit par prendre des risques et se blesser. Donc il faut bien comprendre que cette spirale-là, on est dans une forme de déni. Et moi, le déni, il était lié à mon excès de confiance, au fait que j'avais réussi quelque chose de super et que j'avais, en réussissant, perdu le contact avec les fondamentaux qui m'avaient fait réussir. Voilà, et encouragé, on imagine aussi par l'environnement qui parfois peut être compliqué quand on réussit très vite et qu'on va très haut. Marie-Claire Mayotte-Bach, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les entrepreneurs que vous accompagnez avec 60 000 rebonds et le parcours finalement que vient de nous décrire Edgar Gros-Piron? Est-ce que finalement ces entrepreneurs qui connaissent l'échec, qui se rapprochent du sol et s'apprêtent à rebondir, en tout cas souhaitent rebondir, est-ce qu'ils ont à peu près les mêmes besoins et les mêmes limites dans cette nécessité de lucidité, mais aussi de se relancer sur peut-être les fondamentaux, comme vient de nous l'expliquer Edgar? Alors, avant d'intervenir, je voudrais quand même faire un rectificatif. Quand j'ai commencé ma carrière chez Cronenbourg, je n'ai pas été directrice du marketing ou des ventes. J'étais une modeste assistante. Ah, pardon. J'avais la chance de travailler avec des grands leaders très inspirés et très inspirants, mais je n'ai pas commencé aussi brillamment. Et c'était d'ailleurs peut-être pas l'objectif de mon existence. Alors oui, évidemment, dans ce que vient de dire Edgar, on retrouve énormément de similitudes. Et on y trouve évidemment, j'ai beaucoup aimé l'histoire du déni. Alors pourquoi? D'abord parce que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui, je vous le rappelle, viennent post-liquidation judiciaire, traversent une crise qui les jette dans l'inconnu. Ils ne connaissent rien du système judiciaire, de la façon dont ils vont être traités et de ce qu'ils vont vivre. Ils ont un sentiment de honte parce qu'effectivement, la honte est là et elle se nourrit de la stigmatisation, du regard que nous portons sur l'échec dans notre culture, et puis aussi un énorme sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité, il est évident à l'endroit des salariés, à l'endroit de leurs clients, des fournisseurs, des partenaires, des conjoints, de la famille à qui on impose ça. Donc, c'est autant d'occasions de découvrir sa vulnérabilité. Edgar parlait tout à l'heure de déni. Alors, je pense que le déni, il est à la hauteur du sentiment de toute puissance qui a pu se construire pendant les réussites. Pendant les réussites, souvent, se construit un sentiment de toute puissance
qui provoque deux choses, qui provoque à la fois ce sentiment d'être seul. Alors, il est vrai qu'un dirigeant est seul dans le processus de décision, mais il a tout intérêt à rester lucide. Et pour être lucide, l'entourage, être confronté au regard des autres est une nécessité. Ce qui fait que chez 60 000 rebonds, dans le dispositif d'accompagnement, la présence dès le début d'un coach et du coaching, où il va y avoir des espaces de confrontation, mais de confrontation avec bienveillance, puisque la bienveillance n'est pas de la complaisance, elle ne saurait pas amener vers l'efficience du rebond. Donc, il est clair qu'il y a cette humilité de reconnaître, alors Edgar dit j'étais devenu un gros con d'eux, je le dirais autrement, je dirais en fait, c'est cette humilité, la première chose c'est l'humilité de reconnaître qu'on a besoin des autres, de reconnaître aussi sa vulnérabilité et de découvrir par le travail et le chemin du rebond que à côté de cette vulnérabilité, il y a toute la puissance, toute la reconnexion à sa puissance personnelle de rebond. C'est probablement les grands éléments de cette prise de conscience de l'humilité, de la vulnérabilité, de ce besoin de se reconnecter, et puis surtout, le besoin de se débarrasser d'un sentiment épouvantable parce qu'il est très ancré dans notre société judéo-chrétienne, à savoir la culpabilité. Je ne sais pas si Edgar s'est senti coupable d'avoir tenté des expériences dans le championnat alors qu'il ne les avait pas réussi en entraînement, mais en tout cas, bien souvent, on retrouve ça dans le discours des entrepreneurs. Ils nous disent qu'ils ont été dans un déni qui les a amenés à considérer qu'ils allaient se refaire. Et en fait, ils se sont enfoncés dans un processus de dette ou de choses comme ça. Mais il est vrai qu'on retrouve bien des similitudes. Comme on va retrouver, j'imagine bien, les similitudes dans les ressources qu'ils vont mobiliser, puisque face à la culpabilité, il est évident que le chemin vers la responsabilité, c'est ce qu'ils font pendant les séances de coaching, la responsabilité au sens étymologique du mot, c'est-à-dire l'habilité à la réponse, là où sont les réponses. Et on est très éloigné à ce moment-là du sentiment de responsabilité qui est très franco-français en quelque sorte, qui nous dit que la responsabilité serait quelque chose de lourd à porter. Non, sortir de sa culpabilité et aller dans sa zone de responsabilité, c'est-à-dire ne plus procrastiner. C'était Edgar rappelé tout à l'heure la procrastination, la recherche d'un coupable à l'extérieur de soi. On retrouve tout cela effectivement dans le parcours des entrepreneurs en rebond. Comment est-ce qu'on fait, justement, Edgar disait, j'ai voulu finalement copier ce que faisaient d'autres qui étaient meilleurs que moi à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner des entrepreneurs qui sont dans ce déni, qui ont connu l'échec, qui ont cette culpabilité, pour réécrire un possible, un rebond qui peut-être n'est pas dans la même direction pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour finalement les amener aussi à faire quelque chose qui leur ressemble. On imagine qu'on ne peut pas... et Edgar le disait assez bien, il ne faut pas reproduire la réussite du chef d'entreprise qui est voisin de son entreprise et que tout le monde envie parce que c'est le chef d'entreprise du moment. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et je crois que en fait, j'ai plutôt envie de partager avec vous deux définitions du rebond qui viennent de deux entrepreneurs que j'ai eu la chance d'accompagner au moment où je n'étais que coach dans l'association. Un des entrepreneurs un jour nous a dit, en fin de parcours de rebond, il nous a dit en fait, j'avais le sentiment d'être devenue une espèce de petite créature qui subissait une situation. Avec 60 000 rebonds et l'accompagnement, je suis redevenue créateur. Et j'aime bien cette analogie avec l'histoire et la période de la Renaissance pendant laquelle l'homme ne s'est plus perçu étant qu'une créature, mais est devenu le créateur. On sait aujourd'hui que tout chef d'entreprise est créateur de richesse. Ça, c'est une première définition que j'ai envie de vous donner. La deuxième, c'est quelqu'un qui, après son rebond, nous a dit, vous avez été, et 60 000 rebonds a été dans son accompagnement, encore une fois, les coachs, les parrains, les experts, les temps collectifs partagés, tout ça participe à la réussite des rebonds, nous disait que nous avons tous été des tuteurs de résilience. Alors, je crois que ce mot-là, on l'entend beaucoup,
Et je crois que ce mot-là, il est important et je pense que c'est vraiment intéressant de l'entendre préciser parce que la résilience en physique, c'est le retour à l'état initial. Et nous, on voit bien qu'il n'y a pas de retour à l'état initial d'un entrepreneur. Ça n'aurait pas de sens. L'expérience douloureuse qu'il a vécue ne serait pas porteuse de sens. Or, elle est porteuse de sens, elle est porteuse de ce sens de la découverte de soi, de ses ressources, de ressources différentes. Elle est aussi porteuse de quelque chose qui pose un regard différent sur la réussite, sur la façon de parvenir à la réussite. Et la façon, bien évidemment, c'est le corollaire de vivre son échec différemment. Et je pense que c'est en cela où finalement la résilience, elle est effectivement de faire face à une situation parce que c'est une épreuve et nous devons faire face à quelque chose. Et puis ensuite, c'est faire avec dans un deuxième temps. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ce que je viens de vivre qui est quand même traumatisant. Et je pense qu'effectivement, c'est en faisant ce travail, donc ça suppose que de la part de l'entrepreneur que nous allons accompagner, d'abord qu'il accepte que chez 60 000 rebonds, le dispositif ne soit pas une carte où il va choisir ce dont il a besoin. C'est un processus, c'est un chemin qui a été conceptualisé et largement éprouvé. Des centaines d'entrepreneurs chaque année bénéficient de ce dispositif et en sont les bénéficiaires directs. Donc, je pense qu'il est essentiel, qu'il soit dans un engagement et qu'effectivement, ils travaillent, ils s'engagent pour eux-mêmes et ils s'engagent aussi à la solidarité à l'endroit des autres entrepreneurs en rebond. Et dans le mot solidarité, j'aime bien, il y a le mot solide. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de retrouver confiance en soi, estime de soi, peut-être aussi dans le regard bienveillant des autres. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais… Si, tout à fait. Alors, ça me permet aussi de partager la parole, et notamment de tourner vers Tan pour ce besoin de s'aligner. On a aussi entendu qu'il fallait ne pas, en effet, essayer de reproduire ce que les autres projettent sur notre parcours ou sur ce que serait une réussite. Alors vous l'avez vraiment totalement vécu, c'est que vous avez fait le choix à un moment de sortir des sentiers battus pour découvrir autre chose, et ce que vous nous invitez à faire notamment dans ce manifeste du crapaud fou, c'est-à-dire que vous nous dites ceux qui construiront demain, ceux qui rebondiront peut-être le mieux sont ceux qui sont capables de choisir un chemin qui est totalement nouveau, qui ne ressemble pas à celui que tout le monde prend. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous l'avez reconstruit, rebondi. Je ne sais pas si on peut parler de rebond, mais en tout cas reconstruit votre vie. Oui, alors, vous m'entendez bien là, ça passe? Très bien, oui. Bon, alors, d'abord, je me reconnais entièrement dans ce que dit Edgar et ce que dit Marie-Claire. Dans Edgar, je pourrais dire, j'ai été peut-être encore aujourd'hui une grosse conne dans la vie, en fait. Et puis, du côté de ce que dit Marie-Claire sur redevenir créateur, la résilience et la solidarité, je me reconnais aussi complètement là-dedans. Donc, peut-être pour expliquer ça, je donne rapidement quelques touches sur ma trajectoire, puisqu'effectivement, à 19 ans, j'avais fait l'école des mines de Paris et qu'à 30 ans, j'étais la première femme partenaire chez McKinsey. Et donc à ce niveau-là, j'avais scoré un petit peu, pas comme Edgar, mais on va dire dans la performance, dans le business, c'était quand même pas mal. Et ensuite, j'ai démissionné pour aller faire autre chose, donc monter une ONG qui s'occupait de polliniser les idées, c'est-à-dire l'idée du libre, donc l'open source. Vous connaissez tous Wikipédia, ce genre de truc, hein, c'est l'idée de partager les idées librement. Et Nabaï, ce qu'elle fait, c'est qu'elle butine et elle balance partout le pollen sans le faire exprès, en fait. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais toutes les idées qui fonctionnaient, et c'est là que j'ai rencontré Olivier Frérot. Donc on pourrait en parler, c'était très drôle, qui était à l'époque des DE. Enfin bref, donc j'ai pollinisé des trucs, ça a donné des choses connues comme Ticket for Change, WeShare, le CRI de François Tadei et plein d'autres startups. Et puis après ça, donc j'ai fait les crapauds fous avec Cédric Villani, mais j'ai un petit peu résumé en disant je suis une abeille qui pollinise de manière aveugle. C'est-à-dire je savais pas où j'allais. Et ce qui fait que c'est pour ça que quelque part je me reconnais dans Edgar, grosse conne dans la vie. Je pense que j'étais brillante, les apparences fonctionnaient bien, mais c'était beaucoup des paillettes. Parce que si vous voulez, pour ajouter ça, j'avais une Porsche, je m'habillais en Arbanie, j'ai dû faire du sport de compétition, même du mannequinat, enfin tout ça, tout ce qu'on peut imaginer, des TEDx, de la télé, etc. Mais en fait, je ne me trouvais pas. Et aujourd'hui, je dirais en rigolant, je suis une start-up permanente. Donc, vous parlez de 60 000 rebonds, mais j'ai l'impression de rebondir en permanence. Je dirais même plus pour rigoler, pour se moquer de moi. Je pense que je fais des loopings en permanence. La chance, c'est que je m'écrase, mais qu'à chaque fois, je rebondis. Donc, finalement, la résilience, elle est dans le fait que j'ai peut-être pas de mur, finalement. Et donc, je me suis posé la question quand j'ai reçu votre proposition par Thibaut, que j'ai aussi rencontré d'une manière assez inattendue dans la Drôme.
En fait, ce qui peut-être définit ma façon de fonctionner, c'est peut-être de chercher quelque part ce qui me fait kiffer, de chercher l'alignement. Quand Marie-Claire parle de résilience, j'aime bien la phrase d'Arendt ou de Deleuze qui disent tous les deux que l'art, c'est ce qui résiste à la mort. Je pourrais dire le sport de compétition, c'est ce qui résiste à la mort. Bon, je fais pas du ski au niveau d'Edgar, mais je fais quand même pas mal de sports extrêmes, de l'apnée à moins 50 mètres ou de la montagne à plusieurs milliers de mètres. Et c'est clair qu'on peut pas se louper quand on part en cordée avec une équipe. Si on se loupe, c'est toute la cordée qui tombe. Donc, il faut à la fois connaître ses limites, il faut aussi être tous pour un, et aussi un pour tous, parce qu'un qui dévisse, c'est tout le monde qui tombe. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui, au fond, est mon moteur dans cette espèce de looping infernal de ma vie de start-upeuse permanente? Et je crois qu'au fond, ça peut vous sembler étonnant, mais je l'ai dit dans un TEDx, c'était ma plus grande peur. Vous avez parlé de honte, Marie-Claire, et moi, en fait, tout bêtement, quand j'étais petite, la honte, c'était d'être une shintok. Et puis, il y a eu plein d'autres trucs qui sont rajoutés après. Hein. Et ça explique que finalement, toute ma vie, j'ai cherché quelque chose, et dès que je sentais que ça ne fonctionnait pas, un peu quand Edgar parle de la crise ou de l'état d'esprit, eh ben, j'allais chercher ailleurs. Et donc, un de mes copains du libre, qui est l'un des leaders des wikis, de Wikipédia et compagnie, m'a dit un jour, en fait, ce que tu fais le mieux, toi, c'est que chaque fois que ça ne marche pas, tu accélères. Donc, tu arrives toujours à rebondir d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui explique ces innombrables rebonds que j'ai décrits très rapidement. Et pour moi, l'autre clé, c'est vraiment l'humilité, dans le sens où, de la famille dont je viens, il y a toujours cette notion de plus grande chance aussi d'être là. Peut-être parce que mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 30 et que mon grand-père a fait Polytechnique à Paris. Il était le premier Vietnamien à faire une grande école. Et on avait le sentiment d'avoir la chance d'avoir autant de reçus finalement de la France et de l'endroit où on est arrivé. Et aujourd'hui, je dirais, on n'a pas besoin d'être Picasso ni Einstein pour faire une œuvre d'art. On n'a pas besoin d'être Edgar Gros-Piron non plus pour monter sur un sommet. Peu importe la vitesse à laquelle vous montez, peu importe les mètres que vous allez faire. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui vous fait kiffer. Et c'est en ça que c'est de l'art, comme dirait Arendt et Deleuze. C'est ça qui résiste à la marchandisation et à la standardisation des esprits. Et donc, pour moi, le crapaud fou, finalement, c'était encore un truc de dingue, effectivement, de doux fou, avec Cédric Villani, qui lui-même est devenu fou en partant en politique, au passage. Mais à l'époque, c'était un ami mathématicien, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux, sachant que lui, il fait des maths, à l'époque, et moi, je fais de la pollinisation dans tous les sens. Et on s'est dit, on va tenter un coup. Et en gros, le deal, c'était qu'il me faisait rencontrer les 80 personnes les plus éminentes au niveau mondial en sciences, hommes d'État, tout ce que vous voulez. Moi, je devais ensuite embrayer avec mes start-upers et avec ça, monter des startups dans tous les sens pour essayer d'apporter des solutions qu'on raconterait dans un manifeste qui ne pouvait pas être un théorème puisqu'on n'avait pas les solutions. C'est ce qui a donné le livre Le crapaud fou. Et on s'est dit simplement une chose très très bête. Quand vous montez un sommet, quand vous allez partir en cordée, quand vous commencez à essayer de rebondir avec 130 000 rebonds, la toute première chose, c'est le premier pas. Le tout premier pas, ça peut être manger moins de sucre, de traverser la rue avec une vieille dame, de décider de se lever une minute plus tôt. Peu importe, c'est juste une petite déviance par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et c'est là que se trouve la source d'inspiration inédite qui vous permet ensuite de faire un deuxième pas, puis un troisième, ainsi de suite. Les thérapies cognitives comportementales sont basées là-dessus. Et je pense que tout ce que vous avez décrit, Marie-Claire et Edgar, c'est exactement ça, sauf que dans mon cas, c'est pas uniquement dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment dans le monde de la vie. Et pour moi, c'est vraiment cette idée Derrida appelait ça la destinérance, au sens de la destination à errer. C'est-à-dire qu'on est envoyé dans le monde et on erre jusqu'à cette ligne de fuite qu'on n'atteint jamais, qui est finalement quel sens on donne à tout ça. Donc je pense qu'au lieu de se dire, comme Tan, il faut que je sois partenaire à 30 ans, ou comme Edgar, il faut que je fasse, je ne sais pas combien de sous, à quelle vitesse, etc., je crois que c'est juste se dire, qu'est-ce que moi je peux faire de là où je suis. Et juste, je termine là-dessus, quand on monte en cordée, en alpi, on veut faire un sommet, le débutant regarde son premier pas, alors que la personne qui est vraiment le leader de cordée regarde le sommet pour savoir à quel endroit il faut déboucher. Et peu importe, tout le monde monte ensemble. Et c'est ça que je voulais dire dans le crapaud fou, c'est que chacun fait un premier pas, mais imaginez que 30 000 premiers pas se font ensemble au même moment. Ça commence à faire une différence. Et donc le crapaud fou, c'est faire un premier pas, trouver d'autres personnes qui veulent partir en cohorte avec vous dans cette direction-là, et ensuite cette cohorte peut changer la culture. Et donc tout bêtement, le crapaud fou, c'est de dire on ne changera pas les gens par des injonctions. On va faire une TCC, si vous voulez, une thérapie cognitive comportementale. Chacun fait son premier pas, on fait cohorte, et simplement, à partir de ça, c'est possible de commencer à tracer des chemins. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi le crapaud fou, c'est que dans la nature, les crapauds traversent, enfin, c'est des bestioles qui vivent sur Terre. Une fois par an, ils vont tous à la mare pour se reproduire.
Et manque de bol pour eux, s'il y a une autoroute au milieu, n'est-ce pas Olivier? Ils sont tous écrabouillés. Et donc, les écologistes ont fait faire des tunnels sous les autoroutes qui s'appellent des crapauducs pour que les crapauds puissent traverser sous l'autoroute. Et la question qu'on s'est posée avec Villani, c'est quels sont les tunnels sous la route et surtout qui sont les crapauds qui vont traverser en dessous et qui vont revenir dire aux autres, tiens, le tunnel, il est par là. Voilà, c'est ça l'idée du crapaud fou, c'est quel que soit le mouvement, le premier pas que vous faites, faites un premier pas et partagez-le. Et ensuite, on vous aidera à trouver d'autres personnes qui vont faire cohorte avec vous. Olivier, on ne va pas vous parler d'autoroute, mais on va parler de changement, parce que vous aussi, vous l'observez de près, vous l'accompagnez aussi auprès de structures et de particuliers ou d'entrepreneurs. Vous préférez même parler de métamorphose, vraiment, que de rebond. C'est une autre manière peut-être de l'évoquer. Pour vous, comme le disait Tan, notamment, ça s'inscrit, et comme le disait aussi Marie-Claire et Edgar, ça s'inscrit déjà dans la définition de valeur, d'être capable de repérer quelles sont les valeurs sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour demain rebondir dans la bonne direction. Merci Stéphane. Oui, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'ont dit Edgar, Marie-Claire et Tan, et tout ce qu'ils ont dit, je le replace au niveau sociétal, c'est-à-dire tout ce qui est dit pour chacun, je pense, pour rebondir, pour se métamorphoser. Je prends un peu de recul en me disant ce qui se passe pour les personnes qui rebondissent, qui se métamorphosent, qui repartent, c'est en train de se passer pour notre société. Et c'est difficile, hein, je vais y revenir, c'est difficile. On est dans le tunnel, je reprends ce que vient de dire Tan sur le crapaud qui passe dans un tunnel. Je pense qu'effectivement, notre société est dans un tunnel. Elle vient d'un endroit qui fut beau, éclairé, et elle va dans un autre endroit que je pense va être beau, éclairé, ensoleillé, mais entre les deux, c'est le brouillard. Et notre société est dans ce cas-là. Et je pense que ce qui a été dit pour un entrepreneur qui doit rebondir, il y a ce passage, effectivement, dans un moment vraiment difficile, et où il faut absolument pour rebondir, avoir, je reprends quelques expressions là que j'ai notées de ce que disait Edgar, par exemple, réfléchir à ce qui nous arrive, changer de costume, retrouver du plaisir, avoir des nouveaux objectifs, être lucide, prendre du recul. Ce que disait Marie-Claire sur se jeter dans l'inconnu, sortir de la culpabilité et de la honte, sortir d'un sentiment de toute puissance, être responsable au sens de répondre de ses actes, redevenir créateur, tuteur de résilience. Bon, et par rapport à Tan, sur chercher l'alignement, l'humilité, l'art, polliniser, le monde de la vie. Eh bien, toutes ces expressions-là, je les utilise pour effectivement le changement de civilisation. Je pense qu'on est dans ce passage-là et c'est vraiment difficile. Donc, il y a un changement au fond des valeurs dynamisantes, des valeurs qui font sens, des valeurs qui enthousiasment. Et si on arrive à replacer sa propre recherche dans une vision sociétale, je pense que ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire comprendre qu'on vient d'une société qui fut magnifique, toutes les civilisations sont magnifiques, qui était fondée sur des valeurs autour de la rationalité, autour de la maîtrise, autour de la puissance technique. C'est encore vraiment très grandement le cas aujourd'hui, hein, dans le mainstream, comme on le dit. Hein, mais ça ne marche plus vraiment, quoi. Ça ne marche plus vraiment parce que dans l'excès de cette rationalité, de cette objectivation, on a oublié la puissance des relations, la puissance d'être avec les autres, de faire avec les autres, pour les autres. Et quand on se coupe comme ça, qu'on devient tout seul et qu'on est dans une mécanique au sens propre et au sens figuré de vouloir réussir et que ça se mesure par de l'argent finalement, hein, par des résultats qui se chiffrent, eh bien, si on oublie que ça a du sens avec les autres et pour les autres, eh bien, à un moment donné, on tombe. Or, je pense que la situation qui vient, qui est encore discrète, qui est encore un signal faible, mais je pense que là, tous les quatre, et je pense que les gens qui sont derrière les écrans le vivent, elle est en train de remettre au goût du jour à la fois des choses éternelles, mais aussi de façon aussi nouvelle quand même. Parce qu'effectivement, le rebond, comme le disait Marie-Claire, ou la résilience, c'est pas revenir à l'état initial. C'est quelque chose de tout neuf qui arrive, parce qu'il faut bien sûr porter sur notre dos ce qui nous est arrivé depuis 4 siècles, hein, avec la situation technoscientifique. Eh bien, ce qui est en train d'apparaître, c'est qu'on est en train de passer d'une société qui était fondée sur la puissance du rationnel à une qui est fondée sur la puissance du relationnel. Les relations entre les humains dans leur diversité, et aussi entre les vivants et les plantes avec la biodiversité. Et si je pense que l'élan qu'on reprend, que chacun d'entre nous reprend, il se place dans un cadre plus large, plus sociétal, avec d'autres, hein, être accompagné avec d'autres, le disait encore Tan tout à l'heure, ça va être
bah, ça va mieux marcher, quoi. On va prendre du courage tous ensemble. Et c'est cette lucidité-là que je propose. Mais pour ça, il faut sortir du déni, mot qui a été beaucoup utilisé aussi par Edgar et Marie-Claire, et Ethan aussi, sortir du déni que bah, on va repartir comme avant, comme en 40, comme je dis. Non, 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 non pour soi, non pour la société. La difficulté que nous avons, mais ça c'est peut-être un autre débat, c'est que les institutions de notre collectivité, de notre société, les institutions publiques, elles sont fondées sur la puissance de la rationalité et elles deviennent aujourd'hui non aidantes, pour pas dire parfois handicapantes, pour aller vers ce monde qui est fondé sur les relations. Ce qui va m'enthousiasmer, c'est pas de maîtriser, c'est pas d'être tout puissant par la technique et par l'argent. Non, ce qui va m'enthousiasmer, qui va me lever au profond de moi, c'est d'être utile à la croissance des relations, à la beauté des relations, servir et honorer la vie des humains dans leur diversité, la vie des plantes et des animaux. Je pense que c'est ce renversement-là qui est en train de se passer. Et moi, je propose de prendre ce recul. Et ça n'arrive pas tous les jours de changer comme ça de système de valeurs, de civilisation. Ça arrive tous les 4-5 siècles, nous disent les historiens qui travaillent sur les grandes périodes. Donc on est dans ce passage qui va durer un certain temps, avec des moments vraiment difficiles qui commencent et qui, à mon avis, vont encore continuer un certain temps. Mais déjà, il y en a qui sont passés de l'autre côté du tunnel, justement, comme les crapauds fous. Et ceux-là viennent nous dire, hé, regarde par là, viens avec nous. Mais pour ça, il faut que tu changes de costume, hein, justement. Hein, il faut que tu changes la façon de vivre, faire ce petit pas. C'est tiens, je prends plus de sucre dans mon café. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Je dis, j'arrête de prendre le sucre. C'est difficile, hein, mais une fois qu'on y est arrivé, on dit, mais je suis content de moi, voilà. Et voilà, il y a un autre petit pas comme ceci. Changer aussi ses habitudes effectivement d'alimentation, de transport, d'habillement. Et comme pas à pas, on rejoint d'autres. Et là, comme un enthousiasme qui devient communicatif. Voilà un peu ce que je pourrais dire comme prise de recul que je vous propose. C'est vrai qu'au début, prendre du café sans sucre, c'est beaucoup moins bon, hein, quand même, c'est beaucoup moins agréable, et pourtant on s'y fait. Alors, si je reviens vers vous, Marie-Claire, c'est-à-dire que on sent bien, et vous l'avez évoqué, il y a cette peur finalement de dire, bah, tiens, même si au début c'est difficile, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller affronter ces choses-là, et Edgar l'évoquait, il pourra y revenir aussi tout à l'heure, sur cette peur qui parfois peut être paralysante. La peur de l'échec, quand on l'a connue, est-ce qu'elle est encore plus présente finalement auprès des entrepreneurs, et comment est-ce qu'on arrive à y faire face? Alors effectivement, la peur, elle est là, elle est là et elle est ressentie fortement et elle peut être limitante. Mais je crois que la première chose qui arrive à nos entrepreneurs en rebond, c'est qu'ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est justement le monde des émotions. Ils envisageaient l'émotion comme une faiblesse. Donc ils étaient dans le déni de leurs propres émotions. Et ils découvrent qu'une émotion, c'est une balise. C'est un petit signal qui leur indique que dans leur comportement, dans leur environnement, il y a quelque chose qui pourrait être interrogé, réaligné, réajusté. Et cette relation avec l'émotion changeant, le regard sur la peur, notamment, qui en est une et qui fait partie prenante du processus de deuil, ça va faciliter leur appréhension de l'émotion en elle-même. Et ce qui est intéressant, et je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que nos entrepreneurs en rebond, un des premiers bénéfices qu'ils citent, notamment dans l'association après leur rebond, c'est de dire « j'ai découvert un réseau fait d'humanité et fait de bienveillance ». Et ça aide à lutter contre ces peurs. Parce qu'effectivement, ça met en sécurité le regard que j'ai sur moi, puisque le miroir qui m'est tendu est un miroir très bienveillant. On accepte que je ressente des émotions, on accepte tout ça. Et c'est vraiment la solidité de ces relations chez 60 000 rebonds, qui est un premier réseau d'entrepreneurs dans lequel ils viennent sans être jugés. Et ça, tout ça contribue à ce qu'ils n'aient plus peur et qu'ils puissent à ce moment-là se faire confiance de nouveau. C'est assez, avec l'accompagnement, quand on est seul face à la piste, Edgar Gros-Piron, et que la peur, elle est peut-être là de se blesser de nouveau, d'échouer, de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on a parfois aussi
annoncé à beaucoup de monde en disant « je vais revenir au top, vous inquiétez pas ». C'est ce que vous avez fait, hein. Vous avez très clairement annoncé en reprenant que c'était pour redevenir le meilleur. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas paralysant? Alors, en fait, quand vous êtes dans une situation de crise, mais vraiment au fond, moi, je me suis aperçu, et pas uniquement dans le sport, mais après, dans des situations professionnelles, dans l'entreprise ou personnelles, hein, j'ai divorcé une fois, par exemple, je me suis rendu compte que, d'abord, quand on a reposé des fondamentaux, il faut reprendre des décisions. Il y a des choix à faire qui impliquent des changements de trajectoire parfois assez conséquents. Et en fait, ces choix, j'ai l'impression que dans ces situations, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui va faire que le choix, la décision qu'on va prendre sera bonne ou mauvaise, c'est la manière dont on va la mettre en œuvre derrière. Et par conséquent, on ne peut pas considérer qu'on prendra une bonne décision, c'est-à-dire qu'on la mettra bien en œuvre derrière, si on n'a pas retrouvé un niveau d'énergie et de motivation, d'envie qui soit à la hauteur en fait de l'enjeu. Donc, prenez une super décision aujourd'hui, mais mais dans laquelle vous croyez moyennement, je veux dire, ça va pas forcément donner grand-chose. Et donc, la première chose à faire avant de quelque part prendre des choix, c'est, de faire des choix, c'est retravailler sur ce qui nous donne envie, sur, je pense, le pourquoi on fait les choses, le sens qu'on donne à ça, qui va petit à petit nous redonner, nous redonner une vraie motivation à se lancer. Après, les choix qu'on fait dans ces situations, je me suis aperçu qu'ils étaient très vite obsolètes. Il y a une obsolescence du choix qui est assez formidable. C'est-à-dire que parfois, on prend une décision, 3 mois après, elle est déjà obsolète, elle est déjà passée. Et quelque part, je trouve que c'est une bonne chose, une vraie bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rejoint ce que disait Tan, la décision, c'est le premier pas. C'est le premier pas qui va faire que. Et si le choix que l'on fait est très vite obsolète, eh bien, au moins, on a fait des choix. Au moins, on a commencé à mettre un pied devant l'autre, on a avancé. Et ce qui va devenir obsolète n'est pas grave puisqu'on est lancé. Et donc, on va faire d'autres choix derrière et on va prendre d'autres décisions et on va construire sur ce qu'on a fait. Et donc, petit à petit, comme ça, on va progresser. Et progresser, c'est bien, mais il faut savoir vers quoi on veut progresser. C'est pour ça que quand je parle de choix, peut-être le premier choix à faire, c'est de se fixer un objectif, de se dire qu'est-ce que j'ai envie, en quoi l'objectif va me donner envie, mais un objectif, moi je me suis fixé un objectif à 2 ans, c'est-à-dire un objectif assez lointain. Et pour pas voir la montagne, le sommet de la montagne, c'est-à-dire l'objectif qui pouvait être potentiellement décourageant parce que vous êtes dans un lit d'hôpital et vous êtes en train de vous dire je vais être champion du monde dans 2 ans, c'est décourageant quelque part. Et pour pas que ce soit décourageant, et c'est là qu'il y a tout un tas de choix qui vont vite devenir obsolètes, eh bien, il faut se fixer des étapes les unes après les autres. Et pour moi, une étape, c'est 3 choses. La première, c'est de la préparation. La deuxième, c'est de l'action. Et la troisième, c'est de la célébration. Et c'est à partir du moment où on avance, on s'entraîne, l'action, c'est on va voir, on va mesurer le résultat. Alors, ça peut être une compétition si vous faites du sport ou autre chose. Hein, vraiment, on va définir ça. Chacun peut définir quels sont les moments de préparation, d'entraînement et quels sont les moments d'action, de compétition. Mais derrière, parce qu'on n'est jamais seul dans ces situations, et c'est important de s'entourer d'ailleurs, il y a un moment de célébration. Et en fait, le fait d'avoir dans chaque étape ces 3 ingrédients-là, préparation, action et célébration,
c'est ce qui va faire que le chemin, il va être plus court. On va arriver à le découper, il va être plus court et on va se sentir soutenu, on va avancer avec l'équipe. Et du coup, la notion d'échec, en fait, et les peurs qui peuvent être liées à cette notion d'échec, eh ben, elles sont terriblement réduites, terriblement déjà presque digérées, puisque l'enjeu, c'est l'étape d'après, ou c'est l'étape actuelle qui va mener à l'étape d'après. Donc, avoir un objectif, c'est bien, mais après, moi, je l'oublie, quoi. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est quelle pas je vais faire aujourd'hui. Et ça m'emmène à quelle étape. Et l'étape va m'emmener à la suivante. Et donc, quand vous êtes blessé dans un lit d'hôpital et que vous voulez redevenir champion du monde, d'abord, il faut se rééduquer. Ensuite, il faut se réathlétiser. C'est une manière, une rééducation plus. Ensuite, il faut retrouver sa place en équipe de France. Ensuite, il faut retrouver sa sélection en Coupe du Monde. Ensuite, il faut regagner une Coupe du Monde. Et puis après, vous pouvez dire, OK, d'étape en étape, voilà, vous progressez. Puis à un moment donné, il y a un championnat du monde. Et si vous voulez le gagner, vous n'allez pas le gagner parce que vous avez grillé des étapes, parce que vous avez raté les marches. Vous allez le gagner parce que vous avez progressivement réussi, étape par étape, des petits challenges. Et c'est quelque part ces petits challenges qui sont encourageants. Et quand un petit challenge est encourageant, qu'on est capable de mesurer le progrès plus que le succès, eh bien à ce moment-là, on va être beaucoup plus fort et il y aura beaucoup moins de peur. Et donc, voilà en quoi, je pense, on peut arriver en partant de très bas à des résultats fantastiques. C'est en découpant le chemin, marche après marche, et en ayant bien conscience que la célébration, parce que moi je suis un fan de ça, je pense qu'il faut célébrer, la célébration est là pour effacer les traces laissées par l'effort, le travail, etc. Et qu'en plus, il crée la dynamique avec les gens avec qui on rebondit. Et donc voilà, pour moi, la meilleure manière de gérer les peurs qui sont les nôtres. Maintenant, la peur de l'échec, elle est comment dire, pour moi, l'échec, c'est une vue de l'esprit. Si je dois vous répondre, l'échec, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est pas parce que vous avez échoué un jour que vous échouerez toujours. Et vous allez peut-être potentiellement construire vos succès sur vos échecs. Donc, l'échec n'est qu'une vue de l'esprit. À partir de là, si vous perdez, vous avez peut-être honte, ou vous vous sentez peut-être humilié par cet échec. D'accord, des émotions, ça se gère, mais ça s'anticipe aussi, ça se prépare. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas gagné les jeux en me disant, je n'ai pas dit je vais gagner les jeux en me disant on verra ce qui se passe si je perds. C'est pas du tout ça. Quand je me suis dit je vais gagner les jeux, le premier travail que j'ai fait, c'est comment je réagis, comment j'assume la situation si je me plante. Et à partir du moment où ça a été clair dans ma tête, je me suis concentré sur ce que j'avais à faire pour le faire. Je comprends bien. Alors, si on choisit de suivre le mauvais crapaud fou, ou un crapaud fou qui nous paraît encore plus fou que nous, Tan, on peut imaginer que ça fait quand même un peu peur, un peu flipper, excusez-moi l'expression, de se lancer dans une démarche comme celle-ci. Est-ce que finalement, on est tous en puissance des crapauds fous, ou est-ce que ça se travaille, on le devient ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit par Edgar et par Marie-Claire, donc je suis complètement en phase sur. J'y reviendrai sur tous les éléments qui ont été dits, mais alors déjà pour commencer, on ne devient pas crapaud fou en fait. Crapaud fou, c'est un état d'esprit, pour reprendre l'expression d'Edgar, et en anglais j'aurais dit crazy toading, c'est-à-dire faire crapaud fou, plutôt que être crapaud fou. Donc cet état d'esprit, c'est de se dire au fond, il est toujours possible de faire un pas de côté. Donc pour les uns, c'est le sucre dans le café, n'est-ce pas Olivier ? Pour d'autres, ça va être célébré. Enfin, c'est toujours les petites choses bizarres au départ, mais qui résonnent en vous. Et donc pour moi, le faire crapaud fou, c'est le tout premier point, c'est d'abord de s'écouter, mais de manière assez intime. On a tous une boussole intérieure qui fait mal au ventre. On sait très bien quand on se trompe. Les divorces, les maladies, les cancers, les échecs, etc. Toutes les chutes, tous les moments où on se plante, finalement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se relever derrière. On sait très bien que la fable des start-upers, c'est pas Zuckerberg qui crée comme ça une start-up dans son garage. C'est 9 échecs pour un 10e rebond. Toujours. On n'arrive jamais du premier coup. Et moi, j'applique cette approche à la vie, et c'est même le motto des gens qui font de l'open source ou de la Silicon Valley. Quand vous faites de l'open source, c'est qu'en fait, vous publiez votre code,
Et toute la communauté va corriger les bugs. Et donc, c'est parce que tout le monde corrige les bugs que le logiciel est imparable. Il n'y a pas de virus dans un logiciel libre parce qu'il y a plein de perdus qui le regardent. C'est comme une copropriété. Tout le monde regarde le code. Donc, quelqu'un qui veut le viruser se fait repérer tout de suite comme si vous mettiez votre chien à faire caca sur la pelouse. Tous les gens dans la copro le voient. Vous voyez ? Donc, on dit souvent dans Wikipédia, il n'y a pas de flic parce que c'est la copro qui fait le flicage. Donc, ça suffit. Et donc, pour moi, quand j'entends tout ça, je dirais le premier point, tout simplement, c'est d'apprendre à s'écouter et d'entendre cette boussole intérieure. Et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai été très mauvaise à le faire, puisque j'ai passé mon temps à faire des loopings. Donc, à chaque fois, je m'approchais du centre, mais je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Donc, je pourrais en reparler, mais je pense que c'est la même chose qu'on fait en thérapie cognitivo-comportementale. Et je crois que ça s'applique très, très bien aux 60 000 rebonds. La seconde chose, c'est, comment le dire autrement que de dire dans la communauté dont on a parlé, s'entourer pour une cordée quand vous montez, etc., il y a quelque chose qui relève du don. C'est-à-dire qu'on va donner aux autres ce qu'on sait faire de mieux. Donc déjà, quand on monte en cordée pour aller faire un sommet un peu périlleux, on emmène des gens qui partagent la même valeur, qui est de se mettre, connaître ses limites, d'aider les plus faibles et surtout de ne pas mettre en danger les autres. Donc le plus fort est devant et le plus faible est souvent juste derrière. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du don au double sens. On donne aux autres quelque chose qu'on a en abondance, mais c'est aussi un talent, le don. Donc, chacun a un talent quelque part. Donc, si je prends cette analogie pour la vie, je pense que tout le monde aime faire, je ne sais pas, des paellas, du sport, faire des routes ou je ne sais quoi, mais on peut tous trouver un don. Et c'est ce fameux don dont parlait Arendt ou Deleuze. C'est ce don-là qu'il faut chercher, parce que si vous l'avez en abondance, vous voudrez le partager avec tout le monde. Si par exemple vous chantez bien, vous faites comme cette dame qui a chanté aux portes à Paris et qui est devenue une star à Tokyo, au Canada, etc. J'ai oublié son nom, mais c'est une nana qui chantait pendant le Covid. Elle a partagé son don qui était de chanter et ça a émerveillé le monde entier. Voilà. Et le troisième point, c'est que là, je rejoins complètement ce qui a été dit sur la peur, c'est que je crois que cette crise, en fait, est une opportunité unique. Peut-être même pas au-delà de 4-5 siècles, c'est peut-être dans les 10 ans qu'il faut bouger. Hein. C'est que c'est une chance historique parce que pour une fois, l'oligarchie, tous les gens qui avaient le pouvoir, des gens que je connais bien, puisque j'en viens de ce monde-là, le monde du business, des décideurs, de la grande finance, etc. Eh bien, pour une fois, tout ça s'est planté et personne n'a la solution. On sait juste qu'on est dans un tunnel et qu'il y a plein de tunnels possibles, mais le fait que tout le monde a peur, c'est une chance pour pouvoir enfin se poser la question de qu'est-ce que je veux, moi, sortir de ça. Et si on reprend ce qu'a dit Olivier, ça va aller vers plus de relationnel, ça va aller aussi vers plus de contact avec soi-même, avec ce qui est vivant en soi, et ça peut être plein de variantes. Donc le crapaud fou, c'est pas un crapaud qui est dingue et qui fait peur aux autres. Le crapaud fou, en fait, il est en vous. C'est Jekyll et Mr Hyde. Le crapaud, c'est si vous continuez à faire la même chose alors que vous avez tous les signes que vous êtes malade. Et moi, quand j'ai quitté McKinsey et le monde des affaires à 36 ans avec ma Porsche et mes Armani, j'étais clairement malade, ça allait pas. J'étais en train de me brûler, donc j'ai décidé de faire autre chose. Donc, sans trop détailler, je dirais que pour moi, la posture du crapaud fou aujourd'hui, c'est de dire, et de un, on arrête le déni, cette civilisation va dans le mur, on en est tous d'accord, mais deux, surtout, qu'est-ce qui en moi crie? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui a besoin de changer? Et là, vous commencez à trouver des gens qui font comme vous, qui vont poser les mêmes questions. Et là-dessus, c'est vrai que les crapauds fous, dans la méthode un peu comme Wikipédia, on a prouvé que des gens bénévoles, motivés par la bienveillance, comme dans 60 000 rebonds, vont pouvoir vous apporter des débuts de réponse. Et c'est avec ces gens-là que vous allez partir en cordée pour traverser le tunnel. Et si ça plante, c'est pas grave, on recommence. Et normalement, si on le fait dans l'esprit de cette copropriété où on empêche les virus, etc., on ne va pas faire des conneries comme ce qu'on voit aux US actuellement sur les élections, ou tout ce qu'on entend avec Hold Up, ou tout ce qui est cette intox sur Internet. C'est que là, ça ne marche pas parce que les gens entendent des choses qu'ils ne vérifient pas, ils ne connaissent pas la source. Donc pour moi, toute la clé, c'est la source, le code source, la source qui est en soi. Et si vous la cherchez correctement, il n'y a pas de raison que vous plantiez. Et si vous plantez, vous recommencez. Voilà. On va pouvoir prendre le temps de continuer à évoquer tout cela dans un instant, et notamment se poser avec vous tous et avec vous, Olivier, notamment cette question de comment maintenant transformer, au-delà de sa propre personne, on l'a déjà évoqué, mais aussi les organisations, la société. C'est quelque chose qui est évidemment nécessaire, vous l'avez tous dit hein, aujourd'hui, et notamment Tan, vous venez de le rappeler. On est au fond du trou, on est dans le tunnel avec plusieurs chemins possibles, et on prendra le temps de l'évoquer ensemble. Avant cela, est-ce qu'on a quelques questions et réactions, Thibaut, qu'on pourrait partager et notamment poser à nos intervenants et à nos invités? Bonjour à tous. Il y a beaucoup de réactions, donc en tout cas, beaucoup de remerciements déjà de votre présence à tous. Donc, c'est top. Une question pour rebondir, parce qu'il y en a pas mal, mais du coup, il faut bien en sélectionner une.
il y a celle-là qui est intéressante, qui est le syndrome du gros con touche aussi malheureusement des chefs d'entreprise qui ont jusqu'ici tout réussi. Tan en parlait un petit peu, hein, qu'il y a une opportunité, mais est-il possible d'en sortir sans vivre l'échec? Donc là, je pose la question à celui ou celle qui aurait envie de rebondir. Ah, peut-être Tan, parce que, alors Edgar, on vous donnera la parole, mais Tan, en fait, vous n'avez pas connu l'échec quand vous avez décidé de, si ce n'est un échec peut-être personnel, vous l'avez peut-être vécu comme ça, mais en tout cas, pas d'échec, on va dire, flagrant, social, économique. C'était exactement ça, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas faire d'échec dans les apparences extérieures, c'est-à-dire vu par le monde extérieur, j'étais impeccable, entre guillemets, on va dire l'apparence physique, le succès, l'argent, tout ce que vous voulez, la réputation, tout ça, ça marchait bien. Donc j'avais l'impression de scorer à chaque fois la cible qu'on me présentait, sauf que la vraie cible que j'aurais dû toucher, elle était en moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a tout finalement une espèce de gros vide intérieur, une grande peur, en fait. Tout simplement, au lieu de regarder en moi ce qui ne fonctionnait pas, je passais mon temps à abattre une cible mouvante qui allait toujours plus vite. Donc, quelque part, l'abeille qui pollinise, je vous l'ai dit au départ en rigolant, c'est un crapaud qui passait son temps un jour, chez McKinsey, on m'a dit, tu es une Formule 1, mais il n'y a pas de conducteur à bord. Donc voilà. Et donc finalement, l'échec, en fait, il était au fond, il était à l'intérieur de moi. Et ça se traduisait par toute une série de dépendances, on va dire, de ce qui est holic. Donc workaholic, il y a plein de holic que je peux aligner, un sportoholic, etc. Et les autres, je vous les passe par pudeur. Mais bon, voilà. Donc en fait, il y avait plus avancé. Là, j'ai 54 ans. J'ai commencé à 19 ans cette carrière de malade. Et plus je scorais toutes les cibles qui apparaissaient, et plus je me sentais finalement pas là, c'était pas bien. J'étais de plus en plus mal au fond de moi. Voilà, donc l'échec, il était en moi en fait. C'est ce qui explique que j'ai fait tant de rebonds finalement. Donc heureusement, je suis encore vivante pour en témoigner, mais je peux vous dire que c'est pas forcément facile. Je ne sais pas si beaucoup d'entrepreneurs ont vécu ça, d'avoir l'impression d'être parfait à l'extérieur, d'avoir un super ROI, un EBITDA, une croissance, etc. Et puis de se dire, mais à la fin de la journée, est-ce que je suis vraiment heureux? Et le matin, quand je me lève, est-ce que je suis pas tout gris là devant le miroir? Qu'est-ce qui va pas en fait? Et on continue à faire encore plus vite, on accélère, on accélère. Et si vous avez la malchance d'être très efficace, vous allez continuer toute votre vie, et un jour vous vous réveillez avec les mains vides, avec personne autour de vous, votre femme qui est partie, vos enfants qui sont partis, etc. Et dans le pire des cas, être malade en plus physiquement. Edgar, vous vouliez réagir aussi sur ce syndrome du gros con. Ouais. Est-ce qu'on peut finalement en sortir sans toucher le fond? Ouais. Alors évidemment, on peut s'en sortir, bien évidemment, puisque, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, la crise, elle éclate parce que les ingrédients en fait qui la composent sont réunis. Ce serait l'alignement des planètes d'une certaine manière. Et moi, ce que j'ai identifié, c'est que dans la spirale du gros con dans le sport, comme je le racontais tout à l'heure, c'est qu'il y a des étapes. Et la première, c'est la procrastination. C'est-à-dire que voilà, on procrastine parce qu'on considère que voilà, par toute puissance, par sentiment de toute puissance, par excès de confiance, parce qu'on considère que voilà, on va maintenant un peu récolter les fruits du travail qui a été mené, et on ne sait plus remettre les compteurs à zéro. Alors procrastiner de temps en temps, attention, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut savoir le faire parce que ça peut favoriser la créativité, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et donc ça, c'est la première étape. Après, voilà, on se retrouve dans des situations peut-être un peu délicates et on se trouve des excuses là où hier on trouvait des solutions. Et puis bon, ça arrive de temps en temps là encore, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Puis après, on commence à rejeter la faute sur les autres. Et là encore, au lieu d'assumer soi-même la situation, parce que le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur du truc. Et donc ces différentes étapes-là, comment dire, c'est un effet boule de neige. Après, moi, il y a un moment, j'avais demandé à mon coach de voyager en business parce que j'étais champion olympique. Alors que la plupart des mecs, alors qu'on n'avait jamais, tout le monde voyageait en éco, on partait aux États-Unis et tout. C'est-à-dire que ça aussi, c'est de dire, et ça rejoint le propos de Marie-Claire, c'est à un moment donné, tu te dis, jusque-là, ça marche, tu vois, et donc pourquoi pas tenter plus? Pourquoi pas jouer plus? Pourquoi pas faire… C'est-à-dire, tu demandes des moyens supplémentaires sans forcément garantir un niveau de performance à l'arrivée, quoi, aussi élevé que tu le faisais avant. Et donc, voilà, c'est des formes de relâchement qui font que. Puis après, on commence à prendre des risques. Et puis, de plus en plus gros. Mais tout ça pour compenser, en fait, plusieurs choses. Pour compenser, le manque de plaisir qu'on a à faire ce qu'on fait. Deux, pour compenser
les marges de manœuvre, de progrès qu'on n'a plus. Voilà, et 3, pour masquer un peu une sorte de suffisance dans laquelle on s'est inscrit. Et donc, après, il y a l'accident du travail, donc c'est mon cas. C'est une étape. Hein. Là encore, il y a des messages derrière. Si on n'est pas capable de les lire, on va aller plus loin. Je pense que l'étape d'après, c'est le burn-out. Vous voyez, et puis l'étape finale, c'est le suicide. Vous voyez, donc, à un moment donné, on n'est pas obligé d'attendre l'accident ou le burn-out pour effectivement pour stopper cette spirale infernale et pour sortir donc de ce déni dont je parlais au début. Du coup, mais il faut avoir pour ça vraiment conscience, et c'est là que c'est vrai que c'est important d'avoir un bon entourage solide et d'être bien accompagné. C'est vraiment dans ces moments où on est dans le déni qu'il faut avoir conscience de ces étapes-là qui ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et déjà, si on commence à prendre conscience que ces étapes, elles nous conduisent progressivement à la crise, à la chute, au dépôt de bilan, etc., eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir être plus fort, stopper la spirale infernale plus tôt. Et à partir de là, le rebond sera beaucoup plus facile à mener. Si on veut avancer sur finalement ce webinaire et se poser la question maintenant de comment est-ce qu'on peut contribuer au changement et au rebond de nos entreprises ou du monde en transformant peut-être aussi nos entreprises. Olivier Frérot, vous parliez de ces socles de valeurs qui évoluent. Est-ce qu'il faut aussi que notre manière d'envisager l'entreprise, l'entrepreneuriat, le fonctionnement de nos sociétés doit lui aussi évoluer? Oui, bien sûr. Bien sûr, puisque je pense que la situation dans laquelle on arrive, qui est donc fondée sur la puissance des relations et prendre soin des relations, les développer, eh bien, ce n'est plus, une entreprise n'est plus un lieu, pour moi, un centre de profit. C'est un centre de profit financier, mais un centre de profit relationnel. C'est retrouver en fait ce sens fondamental de qu'est-ce que c'est qu'une communauté entrepreneuriale. C'est un groupe humain qui fait des choses pour d'autres. L'argent est un moyen absolument nécessaire, mais si ce moyen devient une fin, en fait, la tragédie qui nous arrive, c'est qu'on a des moyens que la civilisation moderne a mis en avant, la technique, la science, l'argent, ça c'est des moyens, et c'est nécessaire, et c'est bien, mais c'est bien au service d'améliorer nos vies, la vie des humains. Mais si ces moyens deviennent des fins, si c'est la technique pour la technique, si c'est l'argent pour l'argent, là, ça devient tragique et c'est ce qui nous arrive. Mais si on replace, on dit non, ça redevient des moyens. Mais quelle est la finalité? Ce n'est plus de dominer et accaparer. Hein, c'est un peu ça a été le mythe un peu négatif du progrès, qui est les progrès de la modernité. Non, maintenant, ce qui va nous tenir ensemble, c'est honorer, célébrer, sauvegarder, augmenter toute vie, la vie des humains et la vie de la biosphère. À ce moment-là, l'entreprise est le lieu qui va faire croître tout ce qui va favoriser voilà, cette vie-là. Et donc, les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc, les valeurs les plus importantes dans ce monde qui vient, parce qu'une civilisation, c'est tout un système de valeurs qui s'ordonne de façon différente. Donc, à la tête, ça va plus être la puissance de la rationalité, hein, de tout rationaliser, tout objectiver. Non, ça va être tout ce qui est autour du relationnel. Donc, l'entreprise est le lieu magnifique où ça s'expérimente, hein, où effectivement, entre les humains, voilà, des relations alors de façon plus bienveillante au sens où Marie-Claire l'a dit, on veille bien les uns sur les autres parce qu'effectivement, on n'est pas tous premiers de cordée. Il y a des jours où on est premier de cordée, des fois on est dernier de cordée. Et dans cette solidarité de la cordée, c'est-à-dire du groupe, où les fragilités sont vues non pas comme des échecs, mais au contraire comme des lieux de créativité, ça devient là, il y a une confiance qui naît dans le groupe et l'entreprise, elle va trouver des solutions où elle n'en trouvait pas. Parce qu'effectivement, dans cette confiance va apparaître eh bien, les personnalités différentes et puis cet accueil de l'incertitude. Oui, je voudrais revenir aussi sur cette valeur qui est cardinale du monde qui vient, de ce qu'on appelle la sérendipité, cet accueil favorable de l'incertitude, de la non-maîtrise, pour trouver des solutions là où apparemment il n'y en a pas, où rationnellement il n'y en a pas. Mais les humains sont capables de miracles, du pire, mais vraiment du meilleur, quoi, de l'impossible. Et si effectivement on se met ensemble avec des compétences différentes, et je pense que c'est ça l'art du leader, de mettre autour de la table des gens différents, vraiment différents, assez profondément différents, mais dans le respect, dans la confiance, là se trouve
façon un peu miraculeuse, hein, et ça c'est le miracle de l'humain, des solutions inattendues, hein. Mais pour ça, il faut effectivement que les relations entre les personnes soient, je dirais, d'égale dignité. Il y a des fonctions différentes. Un dirigeant, enfin, un décideur, il doit décider. Un conseiller de gestion, il doit faire la gestion. Un financier doit faire la finance. Mais au fond, humainement, il y a une égale dignité. Et quand on revient dans ce sentiment-là, comme s'il y a une belle énergie qui nous traverse tous, hein, et on peut à ce moment-là réussir sa vie. Il y avait tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait ça. On passe de réussir dans la vie, c'est ce que disait Anne. Moi, je réussis dans la vie. Mais ma vie, elle est où? Elle devient vide. Et donc, par contre, aujourd'hui, c'est bien réussir sa vie singulière, mais je ne peux la réussir, ma vie, que parce que je suis en relation de faire des choses avec d'autres. C'est pour ça que l'entreprise est si importante dans ce monde qui vient. C'est dans ce lieu-là. Alors, effectivement, ce n'est pas des entreprises avec des centaines de milliers de personnes, c'est plutôt pour l'instant des groupes de dizaines, centaines de personnes, c'est plutôt des lieux où physiquement, on peut être en relation affective, émotionnelle, hein. Marie-Claire insistait aussi là-dessus. Retrouver ces émotions, parce que c'est le levier qui nous met debout. Voilà, donc dans l'entreprise, voilà ces valeurs qui me paraissent être, qui ont toujours été là d'ailleurs au fait, mais elles ont été un peu oubliées au passage ces dernières décennies, quoi. Eh bien, on les relance. Et ce qui est nouveau par rapport peut-être au siècle d'avant, c'est que ça, non seulement c'est pour le bien des humains, mais c'est aussi pour le bien de la biosphère. Ça, c'est vraiment nouveau et c'est vraiment enthousiasmant. Je pense qu'une partie de notre jeunesse est aujourd'hui enthousiasmée par dire la biodiversité, il faut qu'on l'augmente. Or, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on la diminue. Donc, c'est quand même très con pour dire l'expression de tout à l'heure. Non, notre boulot, c'est de l'augmenter et c'est possible. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a un enthousiasme qui se lève, qui est collectif, qui est singulier. Et là, l'entreprise, elle a toute sa place et plus que sa place. Et elle est même le lieu de la création permanente. Sa place et son rôle, Tan, est-ce qu'on peut sortir finalement, et j'ai vu passer cette question sur le chat, mais est-ce qu'on peut sortir d'une sorte de dictature de la réussite économique pure, de l'EBITDA, et finalement recentrer l'objectif, le rôle d'une entreprise comme étant un lieu de la relation, comme étant un lieu d'un nouveau possible? Alors, la réponse pour moi, c'est bien sûr que oui. Et évidemment, je vais vous dire une chose qui ne vous surprendra pas, c'est que pour moi, c'est d'abord un changement de regard. C'est-à-dire que si on revient au départ de ce que c'est qu'une entreprise, ça a été inventé au départ, je crois, à l'époque de Rome, hein. C'était quelque chose qui était à courte durée pour une mission bien particulière. Donc, ça permettait aux gens de se réunir pour, par exemple, construire une église. Et après, ça devait s'arrêter. Et ça a été dévoyé au XVIIIe siècle avec les entreprises à but, enfin, à responsabilité limitée. On retrouve la responsabilité de Marie-Claire, hein. Et à ce moment-là, l'objet a dépassé la finalité. Et je dirais que pour moi, le truc, c'est de se dire, est-ce que vous trouvez normal qu'un Bezos pèse 200 milliards de dollars et qu'il gagne en une seconde ce qu'un ouvrier, je crois, indien va gagner pendant 47 ans de sa vie, en une seconde? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc la révolte commence par ça. Est-ce que cette entreprise-là est saine? Après, je ne dis pas qu'on va arrêter d'acheter chez Amazon. Moi, je le fais pendant le Covid, même si je préfère quand je peux acheter par autre chose que par Amazon. Mais c'est le simple fait de prendre conscience de ça et d'acheter un petit peu moins sur Amazon quand on le peut, ou de passer sur Linux au lieu d'utiliser Windows, etc. C'est ce premier regard depuis votre chaise, dans votre maison, qui peut déjà redonner un sens à l'entreprise. Et la seconde chose que je dirais, c'est que je crois que c'est Harari de Homo sapiens, ce bouquin qui a fait un best-seller, qui dit que tout ça, ce ne sont que des réalités imaginaires, c'est-à-dire ce sont des croyances collectives. Donc on croit qu'une entreprise, c'est un truc qui a effectivement un compte de résultat et tout le monde croit qu'il y a une hiérarchie, etc. Mais en fin de compte, vous avez des individus qui sont là-dedans, chacun pense ce qu'il veut. Et vous voyez d'ailleurs à l'occasion du Covid qu'on est tous sur visioconférence, donc on ne sait pas qui fait quoi. Il y en a peut-être là qui sont cachés et qui sont en train de se gratter le nez, qui sont en pyjama. Bon, on voit bien que quelque part l'entreprise va marcher quand même. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans les représentations collectives qui font que les gens se lèvent, arrivent à 9 heures au boulot, vont pointer, etc. Et au moment où on se rend compte de ça, on se rend compte qu'on a une marge de manœuvre autour de son poste qui est juste fantastique. Et le troisième point que je dirais sur le changement, c'est mon ami Jean-Baptiste de Foucault. Je pense que Olivier, tu dois le connaître. C'est un énarque qui est un homme absolument remarquable, qui a fait partie des crapauds fous du haut de ses 75 balais. C'est un des fondateurs de l'Europe avec Delors. Et il était avec nous, avec des jeunes start-upers, dont un jeune mulier de 21 ans qui fêtait son anniversaire ce jour-là. Donc il y avait comme 55 ans de différence entre deux. Et on a écrit le bouquin ensemble. Pendant 3 jours, on s'est réunis, on a même jeté Jean-Baptiste dans la piscine. Enfin bon, vous imaginez. Et donc, Jean-Baptiste, un jour, du haut de ses 75 balais, il dit aux autres, vous savez, en fait, c'est par ses faiblesses qu'on se reconnaît dans l'autre. Et c'est ensuite par ses faiblesses qu'on va pouvoir construire sur ses forces. Et c'est vrai que quand vous avez partagé avec quelqu'un, que vous êtes planté, vous êtes blessé, vous avez chuté, et ben d'un coup, vous devenez accessible.
Et c'est là que je pense que le relationnel dont parle Olivier Frérot peut commencer à prendre forme. C'est que vous dévoilez une partie de vous qui est intime et qui fait peur, qui est justement la plus grande peur. C'est cette peur-là qui vous permet d'être abordable par les autres. Et à partir de là, vous pouvez ensuite présenter vos forces et dire, allez, on va partir en cordée. Je t'ai dit, en gros, je boite, j'ai mal au pied gauche, mais maintenant, on peut y aller, etc. Donc, je crois que ce qui est très important pour les chefs d'entreprise, et moi, j'ai fait l'expérience de ça pendant toute ma vie, finalement, c'est que j'ai toujours cru que pour avancer, il fallait d'abord présenter ses forces. Et quelqu'un m'a dit, tu es une Formule 1 sans conducteur, et un autre m'a dit, tu es une muraille de Chine. Donc, toutes ces années-là, j'étais inaccessible. Et je faisais peur à tout le monde, en fait. Et donc, j'étais condamnée à aller toujours plus vite, sans trouver plus de répit, finalement. Donc, je dirais que oui, pour moi, la réponse, c'est que il faut arrêter de regarder l'entreprise comme un truc, comme une. C'est pas un truc solide. Essayer de toucher l'entreprise physiquement. C'est pas un mur, c'est pas une baguette de pain. C'est une croyance dans laquelle on dit Peugeot, c'est un truc avec un lion dessus, et on dit Renault, c'est un truc qui fait des Twingo, mais en fait, c'est une croyance. Voilà. Donc, il faut juste repositionner ça en se demandant est-ce que c'est normal que Bezos pèse 200 milliards de dollars? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas plus sain d'entreprendre ensemble quelque chose d'autre? Et là, je rejoins, je crois que c'est Edgar qui dit ça, ou Olivier, quelqu'un qui a dit il ne s'agit pas de réussir sa vie, il s'agit de réussir dans la vie quelque chose. Enfin, si, pardon, c'est l'inverse. Il s'agit de réussir sa vie au sens d'arriver à toucher qui on est vraiment. Et pas de scorer toujours la cible mouvante de devenir Zuckerberg ou Bezos. Marie-Claire, est-ce que dans les entrepreneurs que vous accompagnez dans leur rebond, est-ce que vous les voyez poser un autre regard sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'est l'organisation qu'ils ont envie de remonter ou d'intégrer demain? Est-ce que tous ne choisissent pas de redevenir chef d'entreprise? Alors, non, d'abord, tous ne choisissent pas de redevenir chef d'entreprise, encore que l'Observatoire du rebond dont s'est dotée l'association conduira des études qui enrichiront notre perception des choses, puisque nous les quittons après un rebond qui leur convient parce que c'est le leur. Il n'y a pas eu de prosélytisme de la part des accompagnants. Ils ont choisi leur rebond. Il est salarial ou il est entrepreneurial. Ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes, ce changement notamment de relation entre je suis ce que je fais ou est-ce que je suis bien autre chose que ce que je fais, va nécessairement changer le regard qu'ils portent sur ce qu'ils sont, leur identité professionnelle. Et leur façon d'aborder leur rôle, leur mission d'entrepreneur va considérablement changer. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le choc que nous venons de traverser a bousculé énormément de choses. Il a bousculé les stratégies, il a bousculé les organisations et il a bousculé le management. Il a bousculé le management parce qu'on a bougé les relations. Et en fait, on voit très bien que parmi les solutions, on a la résilience dans la vision. Il est clair qu'il faut revisiter la vision, il faut remettre du sens et retrouver une légitimité à entreprendre et offrir de la légitimité à son entreprise. Sans cela, ça ne fonctionnera pas. De la même façon, on sait que leur façon de regarder l'expérience de l'échec sera différente. Ce qui fait qu'on peut penser que les entrepreneurs ayant rebondi seront des ambassadeurs du rebond. C'est-à-dire qu'ils capitaliseront sur cette expérience-là pour poser un autre regard sur l'échec des autres, sur l'erreur des autres. Donc on sait qu'à ce moment-là, ça va impacter par exemple la relation avec l'esprit d'initiative, avec la capacité d'innover. Or, la capacité d'innover, elle est convoquée aujourd'hui. Et la capacité d'innover se nourrit de la capacité à changer de croyance, à accepter qu'une croyance ne soit plus bonne aujourd'hui, qu'elle soit devenue limitante. Et c'est le travail qu'ils font. Et je crois que c'est très clair quand on les revoit quelques années après. Ils savent davantage effectivement que leur projet n'est pas de réussir dans la vie, parce qu'en fait, c'était l'injonction culturelle d'un moment, et qu'aujourd'hui, ils sont plus attachés à avoir une relation avec leur entreprise de nature différente, c'est clair, avec ce besoin d'équilibre. Et puis peut-être un détail aussi, une appartenance, un sentiment d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, beaucoup plus investi dans la responsabilité sociale et environnementale. Je sens très clairement cette différence chez eux, cette prise de conscience que l'objectif d'une entreprise, ça n'est pas que de produire et de faire du chiffre d'affaires, ça va bien au-delà de ça. Et on ne peut que s'en réjouir.
On parle beaucoup ces derniers temps de la raison d'être, notamment des entreprises, parce qu'il faut que les entreprises soient capables de l'écrire, de l'imaginer, de la mettre en œuvre dans les années qui viennent et dès aujourd'hui. Et Edgar, vous qui accompagnez aussi de nombreuses entreprises, de nombreux managers, est-ce que vous avez le sentiment que la manière dont les choses évoluent va vers un côté positif, en tout cas d'un changement qui serait plus sur la relation? On peut vous appeler notamment pour profiter de votre expérience sur la motivation, donc pour aller peut-être plus vite, plus loin, comme le disait tout à l'heure Tan, ou est-ce que finalement on vous demande aujourd'hui et vous observez d'autres choses? Non, ce qui est sûr, c'est que la motivation, elle est relationnelle. Hein. Ce n'est pas un métier qui motive, c'est un métier motivant parce qu'il vous renvoie à une image positive de vous-même dans le regard des gens que vous appréciez. Donc la motivation n'est pas situationnelle, hein, ce n'est pas donc la nature du métier, c'est vraiment la relation que vous développez vis-à-vis de ce métier. Et pourquoi la raison d'être d'une entreprise est importante dans cette situation? C'est tout simplement parce qu'en tant que salarié, en tant qu'individu, que cadre dirigeant, voire même dirigeant, d'être au clair avec la raison, enfin que l'entreprise soit au clair avec sa propre raison d'être, permet à chacun dans l'entreprise de savoir à quoi il contribue, permet à chacun de savoir dans ce qu'il fait à quoi il sert et à quoi il contribue, à quel niveau il apporte sa pierre. Et donc ça permet à chacun de se dire mon projet à moi potentiellement peut s'inscrire dans la raison d'être de l'entreprise, et donc ça confère à mon projet un sens supérieur que celui que je lui donne. Donc en fait, je trouve que c'est ça qui est important dans le fait de donner du sens, enfin d'écrire et de clarifier la raison d'être, parce que bien souvent la raison d'être d'une entreprise, elle n'est pas écrite de manière à servir les intérêts de l'entreprise. Elle est écrite de manière à servir les intérêts du monde, de la société. Enfin voilà, elle est là non pas pour servir l'entreprise, mais donc pas pour se servir, mais pour servir le monde. Alors c'est une promesse qu'on fait aux clients, etc. Et donc à partir du moment où cette promesse-là est claire, chacun peut se dire moi, je vais apporter ma pierre à cet édifice-là. Et tout seul, j'y arriverai pas. Et donc, c'est là que le collectif entre en jeu. Et c'est là que l'entreprise, finalement, donne du sens par rapport à ce qu'elle fait. Mais il faut que chacun au sein de l'entreprise puisse aussi y trouver l'espace à l'intérieur duquel il va donner lui aussi du sens à son projet personnel. Parce que comprendre à quoi finalement il sert et comment est-ce qu'il va servir une œuvre qui le dépasse, et son entreprise n'en est qu'une expression. Comme le temps avance, j'ai envie de poser une question, parce que j'ai vu passer dans les réactions quelqu'un qui disait mais punaise, il n'y a pas grand-chose de positif, est-ce qu'on peut être un peu plus positif? Alors moi, il me semblait qu'on abordait des choses qui étaient plutôt positives, avec des choses qui permettaient d'envisager un avenir meilleur et plus constructif. Mais j'ai envie de vous poser la même question à vous quatre. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, de l'espérance pour demain, pour que le monde, justement, soit bien accompagné dans son rebond? Olivier? Dans ce monde qui est en train de se construire, l'entreprise est pour moi le lieu premier où ça se passe. C'est pour ça que c'est génial. Ce que disait Marie-Claire, Edgar et aussi Tan, c'est l'entreprise, son job, c'est pas seulement, mais ça va le demeurer, créer la richesse économique, mais elle est sociale, sociétale, et comme le dit Edgar, elle est pour servir le monde. Hein. Et je pense que moi je dis que le lieu de l'entreprise est le lieu de la création aujourd'hui. Non seulement une création donc de richesse économique et sociale, mais civique au sens de la civitas latine, mais politique au sens de la police grecque. C'est le lieu même où des humains se rassemblent, font des choses pour d'autres, pas seulement d'ailleurs pour les humains désormais, mais aussi pour l'ensemble des biosphères, et qui créent ce qui va être la base même de la situation qui vient. Et de là vont naître des nouvelles institutions. Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est là qu'il faut être quelque part. Soi-même, quand on est porteur peut-être d'une vision, avec d'autres. Donc, c'est magnifique parce que là, à ce moment-là, l'énergie donne davantage d'énergie. Hein. Mais c'est bien cette idée d'avoir une promesse de plus grand que soi, au service de plus grand, et dans la construction des individualités, de chacun réussir sa propre vie en faisant des choses. Donc, moi, je trouve ça magnifique.
Et c'est là qu'il faut être, hein, si je puis Eh dire. bien, on partage ce point de vue. Tan, Oui, alors s'il faut trouver quelque chose de positif, pour moi, ce serait de dire un peu sur la base de ce qu'a dit Marie-Claire, c'est qu'en fait, les entrepreneurs, finalement, c'est des gens qui osent et qui se plantent, mais qui vont rebondir. Donc pour moi, c'est cette capacité de partager l'échec qui peut être inspirant pour les autres. Donc si maintenant j'extrapole cette idée de dire, si l'entrepreneur s'est planté, mais qu'il a réussi à rebondir, il va le partager avec les autres, donc ça va faire plein de petits. Je dirais que si on applique ça à l'entreprise, au sens d'entreprendre sa vie, et non pas d'entreprendre juste à la Bezos d'Amazon, mais juste d'entreprendre sa vie par rapport au Covid, par rapport à ce qui nous arrive. Je pense que les entrepreneurs ont les outils pour aller explorer l'inconnu et justement devenir entrepreneur et partager les échecs face à ce qui nous arrive. Et donc moi, ce que je dirais, c'est que si vous prenez même étymologiquement le sens que je trouve très positif, c'est entreprendre, c'est prendre entre. Donc c'est prendre entre les gens, entre les interstices, entre les morceaux, donc, créer quelque chose entre qui n'existe pas. C'est pas ni apprendre ni prendre, c'est créer quelque chose qui est entre les gens. De la même manière que interléguer, l'intelligence, c'est lié entre les gens, entre les mots, entre les idées. Donc pour moi, ce qui est positif là-dedans, je dirais vraiment, c'est que je suis persuadée que les entrepreneurs, au sens des gens qui ont osé et qui vont se planter, mais qui vont rebondir, ces gens qui osent faire ce premier pas de côté, ce sont des crapauds fous. Il suffit juste d'entreprendre, d'oser faire quelque chose de différent. Et à partir du moment où on se dit c'est pour sa vie à soi et que ça marche, comme dirait Jean-Baptiste de Foucault, ou que ça marche pas, et le simple fait de le partager est en soi-même créateur de valeur pour les autres. Le fait de dire je me suis planté, voilà pourquoi, vous créez de la valeur pour tous les autres. C'est pour ça que pour moi c'est positif. À ce jeu-là, on ne peut pas perdre. C'est le jeu du don. Et quand on donne, on gagne toujours forcément. Edgar, vous disiez tout à l'heure, il faut savoir célébrer. On aura encore plein de choses, de belles choses à célébrer demain. Oui, bien sûr. Mais je trouve intéressant que cette personne qui commente sur le fait qu'il y ait peu de positif, donc ça veut dire qu'elle... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait du positif. Donc, en fait, on peut voir ce qu'on veut dans tout ce qui a été dit. On peut le voir au filtre du négatif et on peut le voir au filtre du positif. La question à se poser, c'est pourquoi quelqu'un entend ce qu'on a dit au filtre du négatif et pourquoi d'autres personnes le voient au filtre du positif? À quoi c'est dû? À la personne qui écoute ou réellement au contenu de ce qu'on a apporté ce matin? J'aurais plutôt tendance à croire que c'est la manière dont on écoute les choses, la manière dont on les filtre, qui va déterminer si effectivement on va regarder les choses d'une manière positive ou négative. Et qu'est-ce qui fait qu'on va regarder ou entendre les choses plutôt négatives que celles qui sont positives? C'est notre capacité à les intégrer. Parce que vous dites quelque chose à quelqu'un, si ça le bouscule dans ses certitudes et qu'il n'a pas beaucoup d'énergie pour bousculer ses certitudes, forcément, il va voir les choses de manière négative. Voilà, et inversement. C'est l'état d'esprit, on y revient, on l'évoquait tout à l'heure. Marie-Claire, en quelques secondes, si on peut vous poser la question de ce qui vous donne, vous, plein d'espoir pour l'avenir. Moi, ce qui me donne plein d'espoir, c'est le sentiment que c'est entre nos mains, que nous avons la possibilité que c'est un choix et que nous pouvons, en osant vivre des valeurs que nous avons peut-être un peu oubliées, qui sont celles de la solidarité, redécouvrir la puissance de la bienveillance, redécouvrir la notion d'engagement. Et puis, c'est effectivement oser et doser son engagement, le petit pas plutôt que le grand pas fait de façon inutile et dangereuse. Moi, ça ne peut que me réjouir et je rejoins la question d'Edgar, à savoir qu'est-ce qui fait que, alors que nous sommes, nous quatre, fédérés par une qualité, enfin, dans une communauté de sens et de valeurs avec une capacité que nous avons développée qui s'appelle l'optimisme, qu'est-ce qui fait que, effectivement, certains d'entre nous sont encore avec leur difficulté à percevoir la lumière. Et cette lumière, elle est en eux, en fait. Et c'est aller chercher en se disant que finalement, si je n'y arrive pas seule, c'est accepter sa vulnérabilité et accepter l'idée qu'on peut avoir besoin des autres pour justement pouvoir regarder autrement et enrichir sa perception. Il n'y a pas de vérité. Nous ne sommes que sur des perceptions et savoir que parce qu'on les partage, on sort enrichi de tout cela, moi, ça ne peut que me réjouir. Et ça me réjouit parce que je suis mère et grand-mère et que je trouve ça très réjouissant pour les nouvelles générations parce que je suis convaincue que c'est le socle de ce qui fera demain.
Eh bien, on va voir comment est-ce que Guillaume Mullier, le président de 60 000 rebonds, nous a, lui, entendu, positif ou parfois peut-être un peu plus négatif. On va voir, Guillaume. Alors, c'est à vous que revient en tout cas cette conclusion. C'est vous qui avez souhaité ce webinaire autour d'accompagner le rebond pour notre monde. On sait que la crise est compliquée pour beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que les entrepreneurs. Je crois qu'elle est compliquée aujourd'hui pour tous, dans le sens qu'on veut donner à notre futur. Alors, j'ai envie de vous céder la parole. Vous nous avez écouté pendant 1h30, un peu moins. Et je crois qu'il y a des beaux parallèles à faire entre ce que propose 60 000 rebonds et ce que vient d'entendre aujourd'hui. En effet, j'ai trouvé ça passionnant. Le parallèle est pour moi évident. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'échec, c'est vrai qu'on ne s'appelle pas 60 000 échecs, on s'appelle bien 60 000 rebonds. Mais c'est vrai que, je vais faire la conclusion de la conclusion, peut-être avant le reste, mais je pense qu'il y a un échec si on le refuse. Si on refuse l'échec, on va être dans l'échec. Si on l'accepte, on va pouvoir travailler. Alors, j'ai noté plusieurs points, je n'ai pas tout noté en 1h30, c'était beaucoup compliqué, mais très rapidement, en 2 minutes et demie, je dirais la première étape, c'est qu'avant de sauter, il faut prendre du recul et donc savoir se préparer au rebond, que le rebond, c'est du neuf et que, bien entendu, pour se préparer à tout ça, il faut savoir sortir du déni et accepter, que les autres acceptent à ne pas juger. S'il n'y a pas de jugement, on peut sortir de la peur et si on sort de la peur, on va pouvoir se libérer, se relâcher et faire le grand saut. Se préparer non pas au grand saut, mais se préparer à faire un long saut. C'est-à-dire qu'avancer, c'est faire des choix et faire le choix de voir loin. Mais bien entendu, le challenge, c'est le petit pas de chaque jour. Et c'est ce petit pas de chaque jour qui va faire qu'on va s'approcher du sommet. Alors, chez 60 000 rebonds, on est dans le don. Chacun va pouvoir donner. Et on veut personne en dette. Tout le monde est dans le don. C'est l'élément fondamental. Les gens ne veulent pas être redevables. Donc, faire le premier pas et partager. Alors, bien sûr, dans un cadre, le cadre, c'est la solidarité, la bienveillance, l'engagement. On n'est pas dans Béni Oui, on n'est pas chez Mickey, il faut quand même s'engager, et du professionnalisme. Parce que vous avez remarqué que ce qu'a organisé Thibaut et Lina, ça a été pro. Cette conférence est professionnelle. Et merci à tous pour votre intervention. Alors, chacun à son niveau. On ne demande pas que celui qui est pauvre fasse des dons d'argent, ce n'est pas la peine. Par contre, si jamais il y a de l'expertise, il va pouvoir faire du don de temps, du don d'énergie, du don de compassion. L'entrepreneur qui, lui, a chu, eh bien, il va donner son humilité. Sinon, il ne sera pas là. Et c'est cette humilité qui va donner aussi la richesse de tous ceux qui vont donner leur temps et leur solidarité. Ensuite, on a l'expertise. Les coachs sont des grands experts. Ils viennent donner gracieusement leur énergie, leur expertise. D'autres experts vont aider à faire des business plans, vont faire tout ce qu'il faut pour que la construction, ces petits pas, se fasse bien. Et ensuite, on a des mécènes qui font des dons financiers, sont des entrepreneurs, des entreprises, mais qui engagent leur entreprise dans une démarche RSE. Et comme vous le disiez, l'œuvre collective est plus grande que ce qu'on pourrait faire chacun. Chacun va donner ses dons et apporter sa pierre. Un élément qui est fondamental, Edgar est passé par là, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Si on veut réussir, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Et c'est là où toutes ces énergies, on va pouvoir mettre ensemble, dans le club du rebond, dans les parrains, dans toutes ces énergies, vont permettre à ce que ce rebond soit pérenne et qu'on ait vraiment profité de l'échec qu'on a transformé en expérience. Et ça, c'est vraiment le côté majeur. Stéphane, je ne sais pas si j'ai respecté le timing, mais c'est en gros. Parfait. J'ai retenu. Parfait. Alors, je n'ai pas tout retenu. Je ne suis pas un grand philosophe, donc les trucs qui sont trop là-haut, je laisserai à chacun le soin de se les approprier. Je ne voudrais pas me mêler de tout ça. Mais donc, bien sûr, pour 60 000 rebonds, on a besoin de vous. Tous ceux qui veulent contribuer, on a besoin que vous en parliez positivement. Dans la remarque de la vision négative, moi, j'ai lu différemment parce que j'ai lu, Stéphane, comment se fait-il qu'on sait faire quelque chose de si positif alors que dans la presse et dans les autres médias, on n'entend que du négatif? Moi, c'est ça que j'avais vu. C'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans celui-ci aujourd'hui. On va le relire ensemble. Mais en tout cas, oui, vous pouvez contribuer à ce que ce message positif se fasse.
En effet, il y aura du replay et ce replay, vous pourrez le partager, le diffuser. Et ensuite, bien sûr, si vous souhaitez nous rejoindre, on est présent sur toute la France. On doit, même en Martinique, mais malheureusement l'horaire ne leur permettait pas de l'entendre en temps réel. En tout cas, un grand merci tout d'abord à nos conférenciers, hein, à Tan, à Marie-Claire, à Olivier, à Edgar, pour leur simplicité. J'ai à confirmer qu'ils l'ont fait gracieusement. Hein. Eux aussi sont dans le don de leur temps et dans le partage de leur savoir. Bien sûr, un grand merci à Stéphane pour cette animation. Alors, je ne sais pas si on va retrouver dans une émission RCF quelque part une retransmission de ce sujet, mais ça sera avec plaisir. Et bien sûr, merci à Pas, avec plaisir. et qui a été le maître d'œuvre de cette conférence, et Elina qui a organisé tout. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3 qui ont pas su se mancher. Et bon, mais ça, c'est bien, ça se structure. Voilà. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, avec un grand plaisir. Si vous entendez parler de quelqu'un qui s'est planté, qui est tombé dans son entreprise, sachez lui dire que chez 60 000 rebonds, il ne sera pas en dette, mais qu'il contribuera dans une chaîne de solidarité et du rebond. Bien, merci à toi, Guillaume, et merci à vous tous, Marie-Claire Meilletbach, présidente de 60 000 rebonds Grand Est, Tan Niem, pollinisatrice et auteur du manifeste du crapaud fou, je vous invite à les lire, Edgar Gros-Piron, champion olympique, aujourd'hui consultant en management. On peut découvrir beaucoup de choses sur votre site internet, et merci à vous, Olivier Frérot, fondateur du cabinet Philométis et consultant 10h30, parfaite. Exactement, voilà. Et merci à Thibaut Mullier et Lina Tessier pour l'organisation de ce webinaire. Je vous rappelle en effet qu'il sera disponible dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de 60 000 rebonds. Passez une excellente journée, tout le monde, avec un regard très optimiste, évidemment. Très bonne journée. Merci à tous.